qui a ouvert le ciel des bénédictions sur nous, Albert Anatole ici, et il chute par le sujet, le second de ce matin par lequel nous voulions entrer, celui de la mémoire immortelle de Thomas Sankara, qui a été éliminé physiquement il y a 37 ans, mais n'a jamais été aussi vivant que cela. Oui, avant d'aborder la seconde thématique, je voudrais faire complet. Tout à l'heure, j'ai ouvert une petite note brèche en ce qui concerne ces écoles des étrangères, n'est-ce pas, qui symbolisent, justement, comme vous l'avez indiqué, la puissance des autres. Non, monsieur, et la réciprocité n'existe pas. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez, par exemple, en France, monsieur Margan, lorsque vous partez en France, d'abord, si vous êtes arabophone, il vous est imposé de parler le français. Ça veut dire qu'on vous impose non seulement leur système éducatif, il vous est imposé leurs lois, leurs règlements. Leur culture. Leur culture. Donc, ça va tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur imposer la réciprocité? Moi, je ne trouve pas sérieux. Il m'est arrivé de manière révoltante de constater que il y a souvent un événement qui est célébré par certaines autorités du Cameroun, dans différentes villes du Cameroun. Vous avez le monument, n'est-ce pas, dédié aux deux guerres. Alors, j'étais un jour en balade à la place du gouvernement à Bonanjo. Nous sommes dans la capitale économique. Je vois une cérémonie, je vois sous un soleil brûlant, on a sorti quelques élèves d'un lycée du coin pour venir chanter la Marseillaise. Alors qu'il s'agit d'un événement qui a été majoritairement, n'est-ce pas, conduite par le consul général de France de Douala. À cette cérémonie assistait le gouverneur de la région littorale et son état-major. Et je n'ai pas vu des enfants des collèges français, des écoles françaises qui sont dans la ville. Je n'ai vu que les enfants d'un lycée camerounais. Exécuter la Marseillaise. Et j'ai trouvé ça révoltant. Exécuter la Marseillaise. La Marseillaise. Et on a en présence du gouverneur. Et tout le quartier Bonanjo était bouclé, s'il vous plaît. C'est-à-dire, tout le quartier Bonanjo était bouclé. Et Bonanjo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre administratif. C'est-à-dire, si vous aviez c'est un centre administratif, c'est-à-dire, et c'est là où tous les opérateurs économiques viennent pour les différentes opérations sectorielles dans leur domaine d'activité. Et vous pouvez imaginer les contraintes, les embouteillages que cela a suscité, a occasionné. C'est-à-dire qu'on boucle tout un quartier comme Bonanjo. Parce qu'il y a encore les réflexes néocoloniaux qui sont soutenus et accompagnés, j'ai envie de dire, alimentés par les autorités locales. Il faut donc que dans ce processus de décolonisation, qu'il y ait également une décolonisation mentale. C'est important parce que ça existe encore. Vous avez, ils ont la liberté, c'est nos autorités, d'avoir leurs affinités avec qui ils veulent. Mais que leurs affinités n'aient pas un impact dans la vie sociale, politique ou publique de nos concitoyens ou bien de nos citoyens. Là, ça pose quand même problème. Il faut que nos dirigeants, nos gouvernants, dont les pays abritent les écoles de puissance étrangère, réfléchissent à ce que ces écoles se conforment exactement à notre système éducatif, comme c'est là imposé à nos enfants quand ils vont là-bas, que ces écoles, n'est-ce pas, ça rime non seulement à notre système éducatif, à nos lois, à notre règlement. Je ne peux pas comprendre que si nos enfants commencent, leur entrée est prévue par exemple le 9 septembre, leurs enfants vont plus vite en congé que les nôtres. Et vice-versa, c'est de la cacophonie dans un État qui se veut respectueux. Maintenant, pour revenir à votre question concernant la deuxième thématique, écoutez, le discours de Thomas Sankara, qui reste historique, c'était le dernier, je crois, au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, OUA. Il avait d'ailleurs
prophétisé qu'il est sûr que ce sera son dernier discours. Parce qu'il avait Il n'est pas osé sûr d'être là au prochain sommet. Je crois qu'il savait qu'il avait franchi la ligne rouge qui a été imposée par Mitterrand à l'époque. Mitterrand qui est célébré par certains comme un héros. Dont certaines avenues portent le nom n'est-ce pas, sur notre continent. Mitterrand et Houphouët-Boigny ont planifié son assassinat. C'est important de le préciser. Il leur avait dit, vous tuez Sankara, vous en aurez des millions de Thomas Sankara. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des millions de Thomas Sankara, il y a des milliards de Thomas Sankara. Au regard de sa pensée, de sa vision, de son idéologie. Aujourd'hui, je pense que de là où il se trouve, je crois qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et sa famille doit en être fière. Que ce soit sa famille originelle, que ce soit sa famille par alliance. Ces deux familles doivent être fières de cet homme, de ce grand homme. Je n'ai pas la certitude que Blaise Compaoré soit fier. Là où il se trouve. Je n'ai pas la certitude. Je crois que s'il était fier d'avoir commis cet acte odieux, il serait en exil. Même si c'est un exil doré. Mais il y a une seule chose qui nous juge très souvent, c'est la conscience. Pour ceux qui en ont encore. Donc aujourd'hui, Thomas Sankara Isidore a suscité des milliards de Thomas Sankara. De par, comme j'ai dit tout à l'heure, son idéologie, son courage, mais davantage son sacrifice. Ce n'est pas donné. Puisqu'il avait la possibilité, au regard, n'est-ce pas, des informations, des faits qui nous sont rapportés, qu'il avait été prévenu qu'il y avait un complot en préparation et qui visait à tenter à sa vie et à celle de ses camarades. Il avait la possibilité, justement, de gérer cet événement autrement. Peut-être que cela a été un peu naïf, peut-être qu'il doutait que cela puisse venir du côté de ceux-là qui pensaient être ses frères. Peut-être qu'il a été, comme je l'indiquais, naïf, peut-être qu'il a été un peu trop... sûr de lui. Trop sûr, j'en sais rien. Ou de son entourage. Peut-être qu'il fallait qu'il aille vers son destin, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que nous avons tous constaté les dégâts. Au petit matin du 15 octobre 1997, j'étais encore... je crois que je faisais ma classe, je faisais ma classe de 6e. Nous avons appris que Thomas Sankara a été assassiné à Ouagadougou. Il avait 37 ans. 37 ans. Il s'agit d'un homme qui a fait le tour du monde. Aux États-Unis, il a rencontré la communauté noire des États-Unis. Je crois que le document existe encore. Il a rencontré la communauté noire, pas seulement, n'est-ce pas, de Cuba. Il a rencontré plein de monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de lui, c'est avec beaucoup d'émotion, mais surtout avec beaucoup d'espoir, parce que nous savons que la graine qu'il a sémée va produire, et ça a beaucoup produit. Tout à l'heure, je vous parlais des milliards de Thomas Sankara. Nous sommes aujourd'hui sur cette tribune pour revêtu, n'est-ce pas, du costume, ou si vous voulez, de la toge des panafricanistes. Il y en a qui ont l'habitude de nous dire que le panafricanisme, c'est un mot de vie, un mot de pensée. Non, le panafricanisme doit avancer, doit évoluer. Pour devenir un combat. Un combat nécessaire pour ça. Un combat noble et nécessaire. Je pense que M. Kwame Nkrumah n'était pas un militant violent. C'était pas un extrémiste. Kwame Nkrumah n'était pas un extrémiste. Thomas Sankara n'était pas un extrémiste. M. Ngandi n'était pas un extrémiste. Qui a été assassiné, bien sûr, n'était pas un extrémiste. Lumumba n'était pas un extrémiste. Patrice Emery Lumumba n'était pas un extrémiste. Je ne pense pas qu'il n'était pas un extrémiste, n'est-ce pas?
Oumyombe n'était pas un extrémiste. Oumyombe, contrairement à ce que les gens pensent, c'était l'un des plus modérés parmi ses camarades. Qui parfois le lui reprochait. J'ai bien, c'était le plus modéré. Mais il a été assassiné parce que c'était le stratège. C'est pour ces raisons qu'il a été assassiné, parce que c'était le stratège, n'est-ce pas? C'était la dynamique. Il était le plus modéré. Mais pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? Pourquoi est-ce qu'il a été assassiné et pratiquement décapité? Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, la dynamique engagée par Sankara, et avant lui, il y a eu d'autres. C'est une dynamique irréversible. C'est une dynamique irréversible, ce qui fait que dans cette dynamique, c'est aussi important de prendre cela en compte. Monsieur Mbarga, il ne faut pas qu'on soit naïf. Dans cette dynamique, nous aurons des trahisons. C'est important aussi de savoir dans quoi vous vous engagez. Dans cette dynamique, vous aurez des imposteurs, et ils sont nombreux. Vous aurez des traites, et ils sont davantage très nombreux. Mais la minorité qui va rester va faire le boulot. Et il me semble que la minorité qui est là fait le boulot. Je voudrais, dans la foulée, lancer une fleur à monsieur Semi Kiba qui vient d'être interpellé du côté de Paris. Gardé à vue. J'entends dire que pour intelligence avec un État étranger. Et je crois que c'est ce que, pour l'instant, c'est ce qui lui est reproché par la justice française dans le cadre des enquêtes préliminaires. Qui ont été ouvertes. Intelligence avec un État étranger. Intelligence de quoi? Terrorisme? Est-ce qu'il était porteur d'une arme, d'une bombe? Allez savoir. Nous sommes donc là dans la tradition des décapitations des symboles de lutte du peuple noir. Je dis bien, nous sommes là dans la répétition de la tradition des décapitations des symboles dans la lutte des peuples noirs. Et pas des luttes d'émancipation. Lorsque vous allez aux Antilles, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, à l'île de la Réunion, et tout cela, vous ne verrez jamais les rues de ces territoires outre-mer pavoisés de leurs héros. Dieu sait combien il y en a eu. Il y en a eu des combattants là-bas. Tout ça, l'ouverture, c'est bien un héros entier. Mais est-ce que vous avez un monument, tout ça, l'ouverture, quelque part là-bas? Je ne pense pas. Tous ces monuments historiques, je dis, la mémoire de ces héros a été remplacée par la mémoire, les monuments, des effigies, des bourreaux. C'est-à-dire, on veut enseigner à la conscience de notre jeunesse que ces noms qui pavoisent vos avenues, vos villes, vos monuments, c'était des libérateurs. Mais malheureusement, De Gaulle n'était pas un libérateur. De Gaulle est venu, comme Leclerc en Afrique, pour demander aux Africains de libérer la France. C'est ce que l'histoire doit retenir, et c'est la vérité. D'autres historiens utilisent un autre verbe à la place de demander, ils disent quémander. Voilà. Donc, et il a été engraissé parce qu'il est venu en haillant. On lui a fourni, n'est-ce pas, la table, le gîte, de l'argent et des hommes pour aller libérer la France condescendante et arrogante. Monsieur Mbarga. C'est de l'histoire. Et aujourd'hui, vous avez donc certains racistes et xénophobes de l'extrême droite française qui vous disent que la France ne doit rien à l'Afrique. Bien au contraire, c'est du grand n'importe quoi, qui aillent relire leur histoire. Je m'offusque qu'ils soient par là. Tout comme je m'offusque de ce que, heureusement, en ce moment-là, il y a quand même eu quelques courageux, quelques intellectuels, s'il faut les appeler ainsi, qui ont quand même rappelé à M. Sarkozy qui ne sait rien de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. De la tribune
d'un sommet quelconque à Dakar, M. Sarkozy a prétendu devant un parti de chefs d'État et des personnes certainement respectables que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Et il n'y a pas eu quelqu'un dans la salle pour le reprendre. Pour le reprendre vertement pour lui demander ses terres. Il n'y en a pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur logiciel. Ils sont encore en gros dans la colonisation mentale. Et c'est ça le problème, n'est-ce pas, de la plupart des Africains, malheureusement. Malheureusement, chers téléspectateurs, vous nous rejoignez pour célébrer finalement avec nous la mémoire de l'immortel, de l'inoxydable, de celui dont les superlatifs ne suffisent pas à remplir la gibecière et à décrire la personnalité. Le capitaine Thomas Isidore Sankara, réincarné dans chacun des hommes qui constituent aujourd'hui les autorités du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré en premier, pour continuer et poursuivre le combat de ce dévancier-là, combat panafricaniste pour la libération des peuples du continent, des peuples noirs et de leur diaspora au-delà du continent africain. Thomas Isidore Sankara, pionnier du panafricanisme, donc un homme en avance sur son temps qui avait commencé déjà à dénoncer et dans ce discours lui aussi demeuré mémorable à la tribune des Nations Unies le 4 octobre 1984. Il dénonçait déjà l'apartheid, le régime d'apartheid qui avait pignon sur rue en Afrique du Sud. Il dénonçait déjà la suprématie ou alors le suprémacisme israélien dans la bande de Gaza et exercé contre les peuples palestiniens. Il militait déjà pour les droits de la femme, les droits de l'homme, les vrais. Thomas Sankara n'est donc pas 37 ans plus tard définitivement mort. Il est ressuscité et il vit en chacun de ceux qui se revendiquent de lui. Les codes d'accès sont donc connus. Vous appelez, vous participez à travers, à votre façon, justement, ça peut être par un témoignage, par une projection, par une contribution à ce que nous voulons constituer comme la perpétuation et la célébration de la mémoire de Thomas Isidore Sankara, le capitaine du Faso, capitaine et président du Faso, qui n'a pas régné aussi longtemps que ça. Albert Anatole Haïssi n'est pas resté longtemps au pouvoir au Faso, même si son action est demeurée indélébile. Et c'est également à lui qu'on doit la fameuse devise de la République du Burkina Faso qui a été réactualisée par les autorités actuelles. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'ai envie de dire la patrie ou la mort, les Burkinabés vaincront. Non, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que Thomas Sankara, c'est à l'image de Laurent Gbagbo, qui n'est plus la propriété des Ivoiriens. Je parle de son courage, du sacrifice. Donc, Thomas Sankara n'est plus la propriété des Burkinabés. Thomas Sankara n'est plus la propriété des seuls Africains. Du moins pour ceux qui sont engagés dans la dynamique panafricaniste. Thomas Sankara, c'est la propriété du monde entier. Il est entré dans l'universalisme panafricaniste. Il faut le dire, c'est plus la propriété, n'est-ce pas, de M. Ibrahim Traoré et des autres, non. Il n'a pas duré, dans son ministère l'ont fait tout simplement parce qu'il a été assassiné. Parce qu'il avait une vision de révolution, une vision d'émancipation. Ce qui est important, ce sont les actes et les actions qu'il a posées à l'instant, le peu de temps qu'il a pu durer. C'est-à-dire que l'autonomie, la souveraineté, c'était ses mots-clés. L'autonomie et souveraineté. Et pas généralement, parmi les questions de souveraineté qu'il mettait régulièrement en débat, il parlait de la dette, par exemple. Que la dette, l'Afrique ne doit rien à personne. Je crois que ça fait partie des éléments qui, j'ai envie de dire, des arguments qui ont milité pour qu'il soit assassiné parce que justement, l'Afrique ayant payé le plus lourd tribut dans la traite, dans l'esclavage, parce que l'Afrique ayant été pillée, l'Afrique ayant payé un lourd tribut dans la colonisation et dans le néocolonialisme n'avait rien à payer à personne. Il avait raison. L'Afrique n'a rien à payer à personne.
Malheureusement, il n'y a personne qui a pu prendre ce leadership. Si oui, mais quelques années plus tard, Muammar Kadhafi, nous connaissons la suite. Et nous sommes d'accord avec lui que l'Afrique ne doit rien à personne. Bien au contraire. La dette du sang, ils sont redevables à l'Afrique de la dette du sang. Vous avez un État prétendument démocratique, respectueux des droits de l'homme, paraît-il, qui a revendiqué et continue de revendiquer la dette coloniale à un pays qui s'appelle Haïti. Je ne sais pas si moralement ça ne leur pose aucun problème. C'est-à-dire que vous partez coloniser un peuple qui vit tranquillement sous son territoire et qui vous demande à partir en engageant des dynamiques de lutte de libération, pour partir, vous lui imposez une dette. Je ne sais pas si vous avez affaire à des gens qui sont encore normaux. Donc c'est exactement, c'est quasiment la même chose que leur disait Thomas Sankara. Et parmi donc, les problématiques qui mettaient en débat M. Sankara de regretter mémoire, il y avait donc la question de la dette. En plus de la question de la dette, il y avait la souveraineté monétaire. C'était une question majeure, la souveraineté monétaire. Parce que pour qu'un pays soit libre et souverain, vous devez avoir la monnaie. Il y avait la souveraineté alimentaire. Il vous souvient également qu'il avait engagé des projets dans ce sens. Absolument. Des projets de souveraineté alimentaire. Juste à l'image, n'est-ce pas, de Mao Tse-tung qui avait justement engagé sa révolution. Parce qu'ils avaient identifié justement que ça constituait un problème pour leur pays, pour leurs États, pour leur population. Voilà, parce que pour qu'un peuple soit fort, il faut d'abord que ce pays puisse avoir au moins un repas par jour. Et c'est important que vos populations aient au moins un repas par jour. Vous ne pouvez pas parler de révolution à un peuple qui a faim. Absolument. Il a donc engagé des projets d'autonomie alimentaire. Il a engagé des projets d'autonomie économique. Je crois qu'il montrait l'exemple. Il avait instauré des journées patriotiques. Il me semble qu'il s'agit là d'un héritage que nous devons nous approprier, je veux dire. C'est-à-dire ces journées de patriotisme. Chacun, y compris les hommes en armes, devait consacrer une journée aux travaux d'intérêt commun. Alors, il me semble également que lorsque sa délégation et lui vont à l'ONU, il n'était pas habillé de costume. Dans un voyage qui est demeuré mémorable. Je dis bien, il n'était pas habillé il n'était pas vêtu de costume. Ils étaient vêtus, n'est-ce pas, des tenues traditionnelles burkinabé, fait avec du coton burkinabé par des artisans burkinabés. Je crois qu'il s'agit là d'un grand message qu'il a laissé à la postérité. Le fameux consommons ce que nous produisons, alors produisons ce que nous consommons. Bien évidemment. Qui pour Sankara n'était pas un simple slogan. Bien évidemment, je vous ai fait comprendre qu'avec lui, l'importation des vivres, de ce que nous devons manger, ça devrait être stoppé. Ils ont vu ça venir. C'est-à-dire qu'il était question d'apporter au Burkinabé l'autosuffisance alimentaire appropriée et adéquate. Tout simplement. Vous ne pouvez pas avoir des terres arables qui sont en capacité de vous permettre d'avoir une autonomie alimentaire, mais vous importez ce que vous mangez. Il y a un problème. Du point de vue même, j'ai envie de dire, de l'émergence d'une classe d'entrepreneurs. Il s'est investi dans ce sens. Et je crois qu'il faut également que cela puisse inspirer les dirigeants à venir, pas les dirigeants actuels. Les dirigeants actuels sont soit corrompus, soit clivés. Et nous avons affaire à des patriotes. Il faut que nous ayons affaire à des patriotes en dehors d'avoir affaire à des révolutionnaires. Parce qu'il y en a qui peuvent non pas être révolutionnaires, mais patriotes. Mais sauf que nous en avons de moins en moins
du moins, la majorité de ceux qui nous gouvernent ne sont ni patriotes ni évolutionnaires. Ils sont clivés, ils sont dans le monde avec le système de prédation internationale, tout simplement. Donc, je crois que nous avons ce que se passe du côté de l'AS, je crois, s'inspire du bréviaire laissé par M. Thomas Sankara. Le bréviaire. Le bréviaire de Thomas Sankara, c'est-à-dire créer ces ruptures de dépendance, s'engager dans une dynamique de souveraineté, en tout point de vue. Dis bien, en tout point de vue. Frédéric Matoki.